9h30, 11h sur Europe 1, le Club de Noël. Omblin Roche. Merci Bernard Werber d'être avec nous ce matin dans le Club de Noël sur Europe 1. Et j'ai envie de dire vraiment merci parce qu'habituellement, vous êtes en pleine écriture là. C'est votre rituel du matin. Il est 9h34. Oui, normalement je suis en écriture. Je vais dans un café en général et j'écris. Et vous écrivez quoi ? 10 pages par jour à peu près. Ah, quand même. C'est à peu près mon rythme. D'accord. Je mets un casque et de la musique. D'accord. M'isoler. Et après, c'est comme si j'allais au cinéma. Je regarde un film. Vous écoutez quoi comme musique quand vous écrivez ? Des musiques de films, justement. Des musiques de films, d'accord. Beaucoup de musique classique. En fait, ça dépend de la scène que je dois faire. Quand je dois faire une scène d'amour, je mets de la musique romantique. Quand je dois faire une scène de bataille, je mets une musique guerrière. C'est exactement comme du cinéma. Donc, ce sont des romans à chaque fois, chaque matin que vous prolongez, que vous écrivez. C'est comme s'il y avait un épisode et chaque jour, je rajoute une petite... Ça correspond à une demi-heure à peu près de film. Alors, il y a un roman qui est sorti cet automne, La valse des âmes chez Albin Michel. Oui. On va en parler ce matin. On va aussi parler... Alors, ce n'est pas un roman, c'est une encyclopédie, le tome 2 de l'encyclopédie du savoir relatif et absolu, publié chez Albin Michel également. Il y a le tome 1 en bleu, le tome 2 est en rouge. Un cabinet de curiosités littéraires et scientifiques. Sur la 4e de couverture, vous citez H.G. Wells. Juste là, vous dites... Enfin, vous le citez, il dit « La curiosité est la plus grande des qualités ». C'est cette curiosité, Bernard Werber, qui vous anime depuis toujours ? Je suis surpris qu'il y ait des gens qui ne soient pas curieux. Le contraire, la curiosité, ça veut dire qu'on croit qu'on sait tout et qu'on n'a plus rien à apprendre. Moi, je crois que mon âme a débarqué sur cette planète pour apprendre des trucs. Et je trouve ce monde merveilleux et il y a plein de choses à apprendre et à comprendre. Après, dans l'encyclopédie, j'ai essayé de chercher les choses les plus étonnantes, les moins connues et qui peuvent amuser. Alors, on va rappeler le principe de cette encyclopédie. Vous compilez les petites histoires, les infos complémentaires, les petits interludes, les petits précis finalement qui parsèment vos romans. Exactement. Mais en fait, moi, j'ai un problème physiologique, c'est que j'ai pratiquement aucune mémoire. Donc, je note tout. Et au bout d'un moment, j'ai utilisé les petites histoires, notamment quand j'étais journaliste scientifique, que je trouvais étonnantes, qu'on trouvait nulle part. Je me suis dit, je vais les mettre au milieu de mes romans, comme ça, comme des petites ruptures. Et ça a beaucoup plu. Et mon éditeur m'a dit, attends, on va les sortir toutes et on va en faire un livre. Donc, c'est plus une idée de mon éditeur que de moi. Alors, ce que j'aime beaucoup, et vous l'avez dit en interview, cette encyclopédie se picore, ça, vous le précisez dans la préface, se picore dans les toilettes. Non, je trouve que c'est l'endroit où on est tranquille, personne ne vient vous embêter, et c'est un moment où on a du temps. Et donc autant remplir son esprit avec des petites choses marrantes, oui. Et ça fait quelques pages à chaque fois, c'est ça, c'est 3-4 pages. Parfois c'est une demi-page. Parfois c'est 3 lignes. Ouais. Parfois il y a des recettes de cuisine aussi. La fondue savoyarde dans la recette de cuisine dans celui-ci. Dans le premier il y avait le gâteau au chocolat. Et je me dis, tant qu'à faire, autant qu'on apprenne des choses qui peuvent être utiles en plus, pas que aux toilettes. Aux toilettes, Jean-Philippe. Et comment vous les trouvez toutes ces anecdotes ? Parce qu'il y en a qui sont tellement incroyables, des fois on a l'impression qu'elles sont romancées, tellement elles sont improbables. Ma source principale, c'est une source orale, c'est-à-dire j'ai un groupe de copains scientifiques et historiens et je leur demande quels sont les trucs marrants que vous pouvez pas publier mais que vous pouvez me raconter. Et ce qui fait qu'il y a des infos qu'on ne trouve nulle part. Il y en a une notamment qui avait été relayée longtemps, c'est quand la sexualité des punaises des lits. C'est-à-dire que le type, quand il m'a raconté ça, il a eu tellement honte de m'avoir raconté ça qu'il a dit plus jamais j'en parle. Du coup, j'ai eu l'exclusivité et la sexualité des punaises des lits est complètement délirante puisqu'elles ont des pénis pistolets à eau et elles tirent à distance et puis elles font des orgies, elles ont des sex perforateurs. Donc il y a eu un grand délire et il s'est aperçu quand j'ai fait l'article, il s'est dit, j'avais publié quand j'étais journaliste scientifique, il s'est dit quand même tous mes collègues vont se foutre de ma gueule, donc je le raconte plus. Et quand il y a eu la crise des punaises des lits, du coup tout le monde m'a invité pour me dire racontez-nous cette histoire de sexualité torride des punaises des lits. Finalement ça intéresse tout le monde, c'est plein de petites histoires, mais elles sont très variées. L'entassement dans le métro, la tête est-elle nécessaire, la tête du coq en l'occurrence, vous racontez cette histoire. Il y a un coq qui a survécu au fait qu'on lui a coupé la tête. C'est seul d'ailleurs, vous le dites, on l'a pas revu en fait. Non, mais à l'époque aux États-Unis, ça avait fait beaucoup de bruit parce qu'il faisait une tournée avec son coq qui n'avait pas de tête, qu'il nourrissait avec une pipette directement dans l'œsophage et on comprenait pas pourquoi l'animal avait survécu. Et il est mort parce qu'il avait oublié la pipette.
Mais non. Non mais il a mis le nourrir une fois, il l'a mal. Enfin, oui, et le paysan donc qui avait coupé la tête de ce coq après a décapité des tas d'autres coqs, mais il n'est jamais arrivé à reproduire un animal qui survit sans tête. Et puis il y a Al Capone aussi. Enfin, c'est très varié. C'est important le titre de cette encyclopédie du savoir relatif et absolu. On ne peut pas être sûr de tout, selon vous ? Tout ce qui a été fait comme découverte scientifique, je dirais il y a 20 ans, a été remis en question maintenant. C'est-à-dire que quelle que soit l'affirmation que dirait un scientifique, quelque temps plus tard, on s'aperçoit que c'est plus compliqué que ça. Par exemple, la Terre est ronde, ça a l'air une évidence. En fait, elle est patatoïde. Elle n'est pas exactement sphérique. Bon, elle n'est pas plate déjà, je signale pour les auditeurs d'Europe 1. Mais en tout cas, ou une autre idée qu'on peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Depuis, on a découvert qu'on pouvait aller plus vite que la vitesse de la lumière. C'est-à-dire, chaque fois, les scientifiques non seulement vont plus loin, mais contredisent l'ancienne génération. C'est pour ça que j'ai mis relatif. Quelle que soit l'information, vous verrez que c'est plus compliqué que ça en affinant. Et vous invitez les lecteurs à ne jamais cesser de se poser des questions. Cette encyclopédie du savoir relatif et absolu, c'est le tome 2. Il y a le tome 1. Ça va faire chic au pied du sapin de Noël. C'est le cadeau parfait pour Noël. Pas mal, hein. Bernard Werber est l'invité du Club de Noël jusqu'à 11h. À tout de suite sur Europe 1. Histoire éternelle qu'on ne croit jamais. Alors on avait envie d'écouter un petit peu de Disney, Histoire éternelle. C'est une chanson du dessin animé La Belle et la Bête. On est avec notre invité Bernard Werber ce matin qui publie chez Albin Michel l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Avec moi Jean-Philippe Longo, Sébastien Bordenave et Gavin Clément-Ruiz, le Club de Noël. Histoire éternelle, La Belle et la Bête. Pourquoi ? Parce que c'est l'une des histoires étonnantes qu'on retrouve dans votre encyclopédie. On pensait que c'était un conte, mais c'est une histoire vraie. Oui, vous voulez me relancer là-dessus oui, c'était un homme qui avait une maladie qui faisait qu'il avait plein de poils. Il a été offert au roi Henri II et on l'a mis dans un zoo. Et le roi s'est dit peut-être que finalement, si on l'éduquait, on pourrait en faire un être humain. Et il a tellement bien éduqué qu'il est devenu ministre et il est devenu très riche. Mais il n'avait pas de femme et donc on lui a dit qu'il y avait un châtelain qui avait une jeune fille et que s'il pouvait payer ses dettes, peut-être qu'il pourrait avoir cette jeune fille. Et ils se sont rencontrés. Ça a été un choc pour elle de le voir parce qu'il est très poilu. On le voit dans l'encyclopédie. Illustration. Et ils ont été très heureux. Ils ont eu des enfants, mais ça a inspiré l'histoire de La Belle et la Bête en effet. Pedro González. C'est un fourre-tout de trouvailles. Je vous cite encore cette encyclopédie. Vous nous rappelez, vous nous apprenez aussi ce qu'étaient les oubliettes, le mythe de la boîte de Pandore. Et c'est votre roman en 2018 aussi, le fatalisme, les cathares, le chaton né sourd et aveugle, messieurs. Et puis vous revenez aussi. Comme ça, en disant ça, c'est bizarre quand même. Elle imagine un chaton. Je vous ai pas encore interrogé sur Pythagore, ça va venir. Vous revenez sur les erreurs de l'histoire. Il y a jamais eu de pomme dans l'histoire de Isaac Newton. C'est une idée de Voltaire. Non, c'est son chat qui est tombé d'une branche. Voltaire s'est dit, tiens, la meilleure manière de faire comprendre la découverte de Newton, c'est d'imaginer qu'il est sous un pommier et qu'il y a une pomme qui tombe. Mais souvent, la légende étant plus marrante que la réalité, on retient la légende et on oublie la réalité. En fait, Newton regardait la Lune et il se demandait pourquoi la Lune ne tombait pas sur lui. Et il a vu le chat qui tombait et c'est là où il a commencé à se poser des questions. Et Newton, de manière étonnante, était un type qui détestait les êtres humains. Mais oui, vous dites, il n'est pas sympathique du tout. Mais lui-même ne se définissait. Enfin, il détestait tous les gens. Il n'aimait que ses chats et c'est lui qui a inventé notamment la chatière. Vous savez, il vivait avec ses chats. Voilà. Et jusqu'au bout, il avait la haine pour les êtres humains. C'est très très surprenant comme personnage. Vous parlez de Louis XIV et de Louis XVI. Ce ne sont pas finalement. Parfois, il y a des idées reçues concernant Louis XIV et Louis XVI. Louis XVI n'était pas finalement si terrible. En tout cas, d'un point de vue sympathique. Voilà. Il y a un exercice très simple. Il y a eu une famine à l'époque de Louis XIV et il y a 10% de la population française qui est morte et il a rien fait. Il faisait la fête à Versailles. Et il y a eu une famine à l'époque de Louis XVI et il a répandu la pomme de terre et il y a pas eu de mort. Donc il y a un moment, si on fait le bilan au-delà de la communication avec le roi Soleil, qui est une formule qu'il a trouvée sur lui-même.
Louis XIV. Louis XIV, voilà. Et tout le côté mythologique, le roi Louis XVI a été un bien meilleur roi pour la France et pour les Français que Louis XIV. Akhenaton, la reine Elisabeth, Al Capone. Qu'est-ce qui vous passionne particulièrement chez ces personnages historiques, alors très éclectiques pour le coup? Moi, j'aime bien qu'ils fassent des choses qui sortent de la compréhension. En effet, vous avez évoqué tout à l'heure Pythagore. Pour moi, Pythagore est l'humain le plus étonnant et qui a créé toute la culture occidentale. Et quand j'ai découvert qu'un seul être humain a pu faire autant de choses, notamment il a inventé la gamme de musique, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, c'est Pythagore. L'idée que le soleil est au centre du système solaire, c'est Pythagore. Et en fait, le grand gag, c'est qu'il a inventé énormément de choses, mais pas le théorème de Pythagore qui existait 100 ans avant. Et par exemple, il jouait, c'était une vedette de rock de l'époque, Pythagore. Il jouait à des concerts. Il a gagné aux Jeux Olympiques au pugilat. Il a répandu en Europe le concept de réincarnation, c'est-à-dire l'idée qu'on a des vies avant et qu'on aura des vies après. Ça existait en Grèce avant qu'on en parle en Inde. Donc c'est quelqu'un qui a énormément innové. Il a créé aussi des écoles où il y avait les femmes, les esclaves et les étrangers qui étaient admis, ce qui à l'époque était révolutionnaire. Et puis il était végétarien, ce qui aussi était pas très répandu. Oui, c'est pas banal à l'époque de Pythagore, le théorème. A plus Si un B, A2 plus B2 égale C2. Exactement, un triangle rectangle. Bien sûr. Voilà, alors que le carré de la longueur de l'hypoténuse est égale à la somme des carrés des longueurs des deux Ah non, angles. c'est Noël. Ça a ennuyé beaucoup de gamins. C'est ça. Et le type était marrant en plus. En plus, c'est souvent les plus drôles, les plus fun. Et on en garde une image des cours de maths, c'est dommage. Retrouvez Pythagore, retrouvez Louis XIV, Louis XVI, retrouvez la reine Elisabeth, Al Capone dans votre encyclopédie du savoir relatif et absolu. On va continuer d'en parler avec vous, Bernard Werber, dans le Club de Noël sur Europe 1. On va aussi à la rencontre des auditeurs d'Europe 1 qui passent peut-être des réveillons de Noël en famille, entre amis qui sont en vacances et on aime bien savoir ce qu'ils font chez eux. Et nous sommes en ligne ce matin avec Sophie. Bonjour Sophie. Oui, bonjour Ambline. Bonjour à vos invités et notamment Monsieur Bernard Werber. Bonjour. Bienvenue Sophie dans le Club de Noël. Vous habitez où? J'habite à Ariège, près de Foix. Ah, c'est près de Foix, dans l'Ariège. Oui, en Ariège. En Ariège. Dedans, je sais pas, mais en Ariège. En Ariège. Pardonnez-moi, Sophie. Nous sommes donc le 24 décembre, 9h47. Est-ce que vous êtes prête pour le réveillon de ce soir ou est-ce que ça va se faire petit à petit aujourd'hui? Alors, ça fait plusieurs jours qu'on s'y prépare et d'ailleurs, je rends hommage à toutes les mamans, les mamies et les papas aussi qui s'échinent à préparer ce réveillon de Noël pour accueillir leurs enfants, leurs parents. C'est une manière de réunir tout le monde. Et pour ma maman, en tout cas, c'est une manière de nous garder à table pendant 5 heures. 5 heures. Ah oui, c'est un marathon. Ce soir et demain, c'est 5 plus 5 ou c'est juste ce soir le réveillon? Alors, 5 heures à ce table. soir avec ma belle-mère et demain avec ma mère. Ok. Ah ouais. Donc 10 heures. Donc, ah ouais, ça va être horrible. 8 kilos. Quel est le menu? Qu'est-ce qui sera sur la table ce soir d'abord, pour commencer, Sophie? Alors, ce soir, on a la chance d'habiter en campagne, donc on fait beaucoup de choses nous-mêmes. Donc, ce soir, il y a ma belle-mère qui avait confectionné déjà depuis un an des saucissons, des jambons, du foie gras, évidemment, qu'on travaille ensemble. Ensuite, elle nous a fait un chapon avec des cèpes ramassés du coin aussi, d'ailleurs. Formidable. Des patates qu'ils plantent tous les ans, donc des patates de chez nous. Ce sont les vôtres, de votre jardin, d'accord? Ah ouais, tout à fait. Et moi, je me suis affairée à faire 2 bûches hier soir. Hier soir, d'accord. Des bûches roulées. Ah, mais c'est tellement dur la génoise. Rouler, c'est pas facile. Hein. Ah non, la génoise, je trouve que c'est très facile, justement. C'est vrai? Vous la cassez pas quand vous roulez? Moi, j'y arrive pas. J'ai essayé. Et non, parce que quand on la sort du four, il faut la rouler de suite, en fait, pour qu'elle prenne la forme. Voilà, merci Sophie pour ce conseil. C'est le secret. Ouf, je vais pas louper ma génoise ce soir. Une bûche chocolat? Alors, une bûche crème pâtissière. D'accord. Ah bah ouais. Puisque j'ai épousé le seul homme sur la terre qui n'aime pas le chocolat. Ah, d'accord, ça arrive.
Et dessus, j'ai fait une crème au beurre pour la décorer. Oh, vous nous Un truc régalez. bien light. Ah ouais. Ouais, mais ça va avec le repas de 5 heures, en fait. On termine en beauté le réveillon chez Sophie. Alors, vous nous comptez, il y aura 5 personnes de plus à table, hein, avec Bernard, On a- Sébastien et On Jean-Philippe. parce que j'en prévois toujours pour trop. Ah Donc, bah voilà. on peut. On va vous aider alors à finir ce réveillon, ce repas de fête. On vous souhaite de très très belles fêtes, Sophie. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Est-ce que je peux ajouter juste une petite chose? Bien sûr, je vous en prie. C'est que je viens juste de finir le temps des chimères. Alors c'est vraiment hasard, franchement. Je viens d'attaquer la valse des dames. Ah, D'accord. Merci. La valse des hommes, c'est votre dernier roman, Bernard Werber. Voilà. C'est Noël avant l'heure. Et, Ça je fait suis plaisir de trop contente. tomber sur une lectrice. Bonjour. Ah ouais, je suis trop contente. Alice m'a fait rêver dans le temps des chimères. Alice, c'est mon héroïne. Voilà. Et donc voilà, maintenant j'ai attaqué la valse des dames. Eh ben, on se rappellera, Sophie, vous nous en parlerez une prochaine J'espère fois que ça avec vous grand plaira plaisir. et que ça vous donnera à réfléchir. Oui, mais c'est fait pour ça aussi. les Voilà. livres, tout à fait. Les lectures de Bernard Werber chez Sophie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin dans le Club de Noël. Merci, et vous restez Sophie. avec nous. Bernard Werber, on continue ce Club de Noël. On est ensemble jusqu'à 11h sur Europe 1. Excellente fête avec nous.